Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 100% Marché, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui m'accompagneront Rémi Lebailly, rédacteur en chef chez Investir. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et Laurent Albi, président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour Rémi, bonjour à tous. Laurent nous fera part de ses analyses techniques et de sa sélection de produits de bourse. Nous commençons sans plus attendre cette émission avec la première rubrique, c'est le bilan de la semaine. Alors cette semaine, le CAC a franchi timidement les 5000 points. Rémi. Oui, il les a même franchis subrepticement en séance, mais il n'y est pas arrivé en clôture. Donc vendredi, effectivement, il a atteint, après la publication des chiffres américains de l'emploi, il a nettement dépassé les 5000, il a atteint un maximum à 5022, et puis il a terminé en dessous de ce seuil. Puis si on prolonge un petit peu sur cette semaine, eh bien hier, on a espéré pendant toute la séance qu'il franchisse à nouveau ce seuil, et puis à la toute dernière cotation, il est repassé juste en dessous, à 4999, donc vraiment juste en dessous de ce seuil. Bon, globalement, on sent quand même que le marché taquine ce seuil symbolique des 5000 points, parce que je ne crois pas que ce soit un seuil graphique, on reviendra avec Laurent tout à l'heure, mais c'est un seuil symbolique et psychologique important. Donc le marché français a un petit peu de mal à franchir ce niveau. Et puis quand on compare aux autres grandes places, eh bien on voit que le marché est tout de même un petit peu en retard. Si on prend les chiffres simplement depuis le début de l'année, le Standard & Poor's est à plus 6%, le CAC n'est qu'à plus 2,5%. Si on regarde en Europe, le DAX fait plus 4,4%, le FTSE anglais, le FTSE, 3,5%. Et puis si on va du côté des émergents, alors là c'est nettement mieux puisque le Ibovespa est à plus 8,8% et le Hang Seng à plus 8,3%. En fait, il y a deux marchés qui sont un petit peu en retard comme la France. C'est le marché espagnol qui a une progression à peu près équivalente et puis le marché japonais aussi. Donc voilà un petit peu pour le panorama, un panorama qui n'est donc pas désagréable sur le CAC, mais qui montre que le marché, alors en partie en raison des inquiétudes politiques sans doute, le marché français est quand même un petit peu à la traîne parmi les grands marchés mondiaux. Et si on regarde maintenant du côté de Wall Street, la semaine à Wall Street, elle a été finalement assez calme avant le très attendu rendez-vous de demain, c'est-à-dire la réunion de la Fed. Elle commence aujourd'hui, mais la décision sur les taux pour laquelle le suspense est assez faible tout de même, tout le monde anticipe un relèvement d'un quart de point des taux directeurs. Dans cette attente, les marchés sont relativement stables, mais à des très hauts niveaux, puisque le Dow Jones n'est qu'à 1% de son record, qui est à 20 115 points, un record qui a été atteint au début du mois. Donc on est vraiment dans les plus hauts du côté de Wall Street. Il y a eu plus de mouvements en fait du côté des devises et du côté surtout du pétrole la semaine dernière, avec une dégringolade assez forte du Brent qui a perdu 4,5 $ la semaine dernière, c'est-à-dire 8%. Donc forte baisse. On s'interroge un petit peu sur le niveau des stocks de pétrole aux États-Unis qui ont été sensiblement plus forts qu'attendus. Et puis on voit que les forages aux États-Unis reprennent fortement, donc ça fait une pression à la baisse sur les prix du brut. Et puis du côté des devises, alors là le mouvement a été moins spectaculaire, mais on voit quand même que l'euro remonte un petit peu face au dollar. On était dans la zone des 1,05, on est à 1,06. Donc voilà un petit peu où on se situe pour ce bilan général de la semaine. Merci Rémi. Laurent, lui, va nous donner son sentiment tout d'abord sur le CAC. Va-t-il repartir de plus belle, si je puis dire, ou régresser? Et ensuite, nous parlerons du Brent. Je donne la parole à Laurent pour le CAC. Merci Mathieu. Alors effectivement, un CAC 40 qui est très lent. Nous continuons de constater un courant acheteur, mais on voit bien que la dynamique reste assez faible. Alors, on va regarder ce graphique ensemble. Je vais zoomer un petit peu.
Voilà, pour vous montrer effectivement donc cette longue zone de consolidation latérale qui marque en fait un statu quo entre pression acheteuse et vendeuse. Et on en est sorti de ce trading range avec, vous le voyez, cette grande bougie blanche, cette séance importante de hausse qui suivait donc l'intervention de Donald Trump devant le Sénat. Et puis derrière, ce qu'il y a de positif, c'est qu'on a utilisé cette polarité, c'est-à-dire cette ancienne résistance comme support, ça a été validé. Ce qui est moins positif, c'est qu'on reste finalement très proche des cours, voire en dessous du plus haut annuel. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de stagnation, de consensus où les opérateurs continuent d'acheter les actions du CAC 40, mais on ne peut vraiment pas dire qu'il y a un grand enthousiasme. Alors on va regarder ensemble les niveaux techniques. Le premier qui est important, c'est donc celui dont je parlais il y a une seconde, à 4929 points. C'est la polarité. On voit bien qu'après le franchissement, ça a été le point d'inflexion à partir duquel la tendance s'est remise à la hausse. Le deuxième niveau important, c'est les 4900 points, puisque c'est la borne haute du gap haussier. Autrement dit, pour que la tendance, que le courant acheteur reste intact, il ne faut pas que le CAC retourne dans cet intervalle entre 4929 et 4900 points. Si c'était le cas, ça voudrait dire que finalement le breakout précédent n'est pas suivi d'effet, qu'on a des opérateurs qui continuent d'avoir des états d'âme, qu'il y a des facteurs qui pèsent, alors des facteurs pas forcément endogènes au marché, mais notamment politiques, et ça voudrait dire qu'on pourrait finalement retourner dans la consolidation. Donc en synthèse, premier point, on est dans une tendance haussière, deuxième point, elle est lente, troisième point, tant qu'on reste au-dessus de 4929, on peut rester à l'achat. C'est le scénario que j'ai privilégié cette semaine et c'est la raison pour laquelle je propose un turbo call de code SO06B avec une barrière désactivante et c'est très important. Une barrière désactivante, je rezoome, vous voyez, sous ce niveau à 4847 parce que si le CAC retournait à l'intérieur de cet intervalle, alors ça voudrait dire que cette dynamique de très court terme serait fragilisée et par conséquent on pourrait même retourner sur le bas du range. Donc barrière désactivante un petit peu éloignée, mais ça me semble judicieux. Voilà Mathieu. Merci Laurent. Donc un turbo call de code SO06B avec une barrière désactivante à 4840 points. Ce qui procure à ce produit un effet de levier proche des 32. Donc, si le sous-jacent, donc si le CAC s'apprécie de 1%, votre produit se valorisera donc de 32%, donc un multiplicateur 32. Il faut noter que ce levier fonctionne à la hausse mais aussi à la baisse. Donc attention, vous pouviez acheter ce produit ce matin à 1,14 € lorsque le CAC cotait 4982,70 points. On passe donc au Brent qui, lui, a chuté la semaine dernière. Est-ce que, Laurent, vous anticipez un rebond du coup ? Alors effectivement, ce qu'on peut dire sur le Brent, c'est que depuis le point bas trouvé il y a un peu plus d'un an, on est dans une tendance de moyen terme qui est haussière. On remarque que dernièrement, on a eu une consolidation, vous le voyez ici, une évolution latérale des cours avec un équilibre entre acheteurs et vendeurs, là encore, entre 54 $ et 57 $. Et puis, il y a eu la semaine dernière une forte accélération baissière des cours du Brent et on peut anticiper à très court terme un rebond. Alors, pourquoi un rebond ? D'un point de vue purement technique, il y a plusieurs éléments qui nous font penser qu'il pourrait y avoir effectivement des acheteurs qui viendraient se positionner sur le marché. Premier élément, on a donc eu cette phase de consolidation, c'est une sorte de rectangle et on peut projeter la hauteur de ce rectangle à la baisse à partir du point de rupture et ça nous donne un niveau de prix environ à 50 $. J'utilise bien volontairement le mot environ parce que l'analyse technique n'est pas scientifique et je préfère toujours raisonner en termes de zone plutôt qu'en termes de prix exact. Donc premier élément, projection du rectangle, on arrive sur cette zone à 50 $. Et ça veut dire qu'on l'a atteinte cette zone, vous considérez qu'on l'a atteinte parce qu'on n'est pas tout à fait retombé à 50 $? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Rémi. Désolé de la question. Je ne sais pas si on l'a atteint. On est sur la zone. Ouais. On est clairement, on est un petit peu au-dessus des 51 $. Donc, on est à 2% près dans la zone. Mais je ne sais pas s'il pourrait y avoir, par exemple, un dernier excès baissier qui irait chercher les 50 $. Donc, deuxième élément.
On a ce petit sommet ici qui était une résistance, puisque vous le voyez, on a fait un repli derrière, et c'est une zone de polarité potentielle qui vient justement elle aussi à 50 $. On a troisièmement, si je vais dézoomer un petit peu, vous voyez une moyenne mobile, excusez-moi, une ligne de tendance haussière qui a été testée par 3 fois et qui passe un petit peu au-dessous des 50 $. C'est pour ça que j'ai fait cette ellipse pour vous montrer vraiment la zone sur laquelle il pourrait y avoir un rebond. Et puis le dernier élément, c'est cette stochastique, c'est un oscillateur qui nous montre que le marché est survendu maintenant. Alors il pourrait baisser un petit peu parce que vous le voyez, la stochastique, elle n'a pas croisé à la hausse, mais on voit bien qu'elle est survendue. Autrement dit, on voit bien que sur cette zone, il va y avoir un rebond possible. Alors ce rebond devrait, à mon avis, ramener les cours s'il a lieu. Je vais rezoomer parce que c'est important que vous puissiez bien voir. Devrait ramener les cours autour de cette zone à 54 $. Ensuite, il faudra bien voir quel est le consensus et voir si effectivement il y a plus de pattes pour remonter sur les précédents sommets autour de 57,50. Mais en tout cas, on devrait avoir un baril de Brent qui devrait se stabiliser et rebondir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. D'où cette recommandation avec un Varan, donc call de code PF54B. Merci Laurent. Donc un Varan call de code PF54B avec un prix d'exercice à 58 et expirant en octobre 2017. Son effet de levier à lui est quant à lui, proche de 8, donc bien inférieur au précédent produit. Le pas de cotation de ce Varan est de 2,48 centimes. Donc il faut que le Brent bouge de 2,48 centimes pour que le produit se valorise ou se dévalorise de 1 centime. Vous pouviez l'acheter ce matin à 2,78 €. On en a fini avec le bilan de la semaine et on enchaîne avec notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Rémi, quelles ont été les meilleures performances de la semaine ? Alors, le premier top, c'est Lagardère qui a fortement monté, plus 8,1% sur la semaine, avec notamment une très très belle séance de jeudi où le titre a gagné 7,8%. On est toujours dans la période de publication des résultats, on est dans la fin de la période de publication des résultats. Lagardère était un petit peu un retardataire. La société a plutôt séduit d'abord par les résultats eux-mêmes, avec un résultat opérationnel qui a progressé de plus de 13% en 2016, et puis surtout sur les perspectives 2017, puisque la société envisage une croissance de ce résultat opérationnel encore comprise entre 5 et 8% pour l'année en cours. Par ailleurs, le cash flow libre se porte bien, ce qui permet à la société de continuer à verser un dividende élevé, un dividende qui procure un rendement de l'ordre de 5%, ce qui est très appréciable dans le contexte actuel. Donc premier top, Lagardère. Deuxième top, c'est Alten. Alors Alten, c'est une société de conseil en ingénierie, un domaine qui est plutôt bien représenté à la cote à Paris. Il y a Alten, il y a Altran, il y a AK. Et la société a bénéficié d'une note favorable de Kepler-Chevreux qui envisage un rythme de croissance soutenu au cours des prochaines années. La société estime que Alten pourrait avoir une croissance de plus de 10% par an. Tout ça avec une marge qui resterait confortable également à plus de 10%. Donc voilà le deuxième top. Et puis le dernier top, pour vous faire plaisir, mais pas uniquement, c'est BNP Paribas qui a gagné 4,3% la semaine dernière. C'est une hausse globale des valeurs financières. Crédit Agricole a gagné de son côté 3,7% et Société Générale 3,5%. Bien tout simplement dans la perspective d'une remontée des taux aux États-Unis, puisqu'on sait que les valeurs bancaires bénéficient de la remontée des taux. Donc voilà globalement pour les 3 tops que j'ai sélectionnés cette semaine. Merci Rémi, donc voici les tops. Maintenant on va passer aux flops, malheureusement. Quelles ont été les moins bonnes performances? Il y a des flops bien sûr. Le plus gros flop c'est EDF qui a perdu près de 12% en intégrant l'effet détachement du droit de souscription. Donc la baisse faciale est plus forte, mais il faut savoir que lorsqu'il y a une augmentation de capital avec droit de souscription, l'actionnaire a son action plus un droit de souscription. Donc pour faire le calcul, il faut ajouter les deux, mais malgré cela,
Le titre a fortement baissé après l'annonce de son augmentation de capital qui était attendue, augmentation de capital de 4 milliards. Mais certains analystes s'interrogent sur le fait de savoir si cette augmentation de capital sera suffisante pour financer tous les importants projets d'EDF et notamment ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la rénovation et l'entretien et la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires du groupe. Donc il y a des interrogations qui restent toujours fortes du côté d'EDF et de son augmentation de capital qui est en cours. Deuxième flop, c'est ArcelorMittal qui a perdu plus de 6% sur la semaine. Le titre s'est un peu repris hier. Alors ArcelorMittal, eh bien, il a pâti du retrait, de la baisse des métaux, notamment des matières premières. J'aurais pu sélectionner comme autre flop Eramet, qui a baissé de 13% sur la semaine. C'est le même schéma, c'est le même cas de figure. C'est une respiration aussi. Et si on regarde les fluctuations d'ArcelorMittal sur les périodes récentes, c'est tout de même toujours une hausse de 18% depuis le début de l'année et de 126% sur un an. Donc les 6,2% de baisse de la semaine dernière sont un petit accroc dans un parcours boursier qui reste remarquable. Et puis troisième flop, c'est Carrefour. Je parlais tout à l'heure avec Lagardère d'un résultat 2016 bien accueilli. Eh bien Carrefour, c'est le contraire. C'est un résultat 2016 qui a déçu les investisseurs qui attendaient une progression du résultat opérationnel. Et le résultat opérationnel a légèrement baissé. En fait, Carrefour, notamment en France et dans le domaine des hypermarchés, est toujours pris dans la concurrence et dans la guerre des prix pour augmenter ses parts de marché, ce qui naturellement pèse sur la marge. Voilà pour ce bilan des flops. Donc, vous l'aurez compris, on attend de savoir ce qui va se passer sur les taux. Et en attendant, Laurent nous parle métaux avec ArcelorMittal. Effectivement, Mathieu. Alors, cette semaine, j'ai retenu ArcelorMittal en pensant que finalement cette baisse de la semaine dernière pouvait représenter une opportunité pour accompagner cette tendance haussière de moyen terme. Rémi le soulignait il y a un instant, un parcours boursier en 2016 qui est extrêmement intéressant. Depuis le début de l'année, on a toujours des acheteurs qui soutiennent les cours et par conséquent, il nous semble que rentrer sur ArcelorMittal peut être une opportunité à envisager. Alors, on va regarder rapidement le graphique de ces derniers mois. Premier élément, vous voyez une ligne de tendance haussière. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. On a donc une tendance qui est bien définie, assez régulière, linéaire. Et par conséquent, on a dernièrement fait un petit repli sur un niveau qui est tout à fait intéressant. Alors pourquoi? Premièrement, alors là, pour ça, je vais zoomer un petit peu, parce que encore une fois, je veux que vous puissiez bien voir ce qui s'est passé. Donc, tendance haussière. Et là, on avait ce sommet intermédiaire qui a été dépassé avec un gap. Le titre a bien progressé derrière, mais ça n'a duré que quelques jours. Et puis on voit par la suite un tassement et finalement un momentum qui redevient un petit peu neutre. Des prises de bénéfices qui me paraissent légitimes au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et on remarque d'une manière plus générale que sur Arcelor, on a quand même un changement de rythme. C'est-à-dire que là, vous voyez quand même des belles impulsions qui s'enchaînent. Et puis dans la partie droite du graphique, vous voyez quand même que la vitesse a nettement diminué. On a fait une longue consolidation, on en est sorti et on continue de consolider. Donc, il faut remarquer qu'on est sur une dynamique qui s'est ralentie sur Arcelor. Ceci dit, techniquement, on a, et là je rezoome, on a un gap haussier qui vient en support, on a une ligne de tendance haussière qui passe ici et qui a un support dynamique. On a une polarité résistance-support qui a été validée et par conséquent, on a toutes les chances, toutes les raisons de penser que la tendance va continuer, d'autant plus que je n'ai pas décelé de signe d'épuisement sur Arcelor, en tout cas à très court terme. Donc il me semble que même si la vitesse a ralenti, il n'y a pas de risque baissier très significatif pour le moment. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et c'est le seuil clé, c'est que tant qu'on est au-dessus de ce niveau à 7,76 €, on est sur une dynamique qui est intacte. Alors, pour toutes ces raisons donc techniques, j'ai choisi sur Arcelor un turbo infini best call de code RU99B. Donc un turbo infini best call de code RU99B, comme son nom l'indique, il est sans échéance et la barrière est égale au prix d'exercice.
qui se situe à 7,47 environ. Le levier de ce produit est proche de 8 et vous pouviez acquérir ce produit ce matin à 10 centimes pièce. C'est fini donc avec la rubrique des tops et des flops. On enchaîne avec la suivante, c'est le focus. Un focus, Rémi, sur la remontée de l'inflation et des taux d'intérêt. Oui, j'ai choisi ce focus-là dans le cadre de l'actualité, puisqu'on attend pour demain la remontée des taux américains. On anticipe ensuite 2, voire 3 autres remontées des taux directeurs cette année du côté des États-Unis. En Europe, on commence à se poser des questions aussi, peut-être pour l'année prochaine. Tout cela dans un cadre où le risque de déflation a disparu et où on se remet maintenant clairement à parler d'inflation. Donc, essayez de savoir un petit peu quelles sont les sociétés qui peuvent profiter de ce contexte ce nouveau contexte, ce retournement des choses depuis un an environ. Alors, quelles sociétés peuvent en profiter? On peut grosso modo voir 3 types de sociétés. Les financières, notamment les banques et les assurances. Les banques, on sait pour elles, ce qui est important, c'est les différences entre les taux courts et les taux longs, la forme de la courbe des taux. Donc, ça leur profite plutôt lorsqu'il y a un mouvement comme ça qui permet de désaplatir la courbe des taux. Donc, elles ont plus de moyens de dégager des marges. Dans l'assurance, c'est un petit peu la même chose dans le domaine de l'assurance vie. Donc, les sociétés financières, notamment, font figure parmi les bénéficiaires de ce mouvement de remontée des taux et d'inflation. Il y a aussi, ça c'est plus la composante inflation, les concessionnaires, notamment les concessionnaires d'autoroutes, des sociétés comme Vinci ou Eiffage, puisque leurs tarifs sont indexés sur l'inflation. Et c'est aussi le cas de certaines utilities, donc les sociétés qui vendent de l'énergie ou les sociétés qui s'occupent aussi de l'eau et de la propreté. Donc c'est aussi un segment qui est à suivre. Et puis, 3e type de société, les activités à besoin au fonds de roulement négatif, c'est-à-dire les sociétés qui, en fait, naturellement encaissent plus de trésorerie qu'elles n'en dépensent. C'est notamment le cas de la distribution alimentaire, puisque les clients payent comptant alors que les sociétés payent leurs fournisseurs avec un délai, donc elles bénéficient de ce différentiel. C'est aussi le cas des télécoms, avec les abonnements sur une certaine durée. Et puis, c'est aussi le cas des sociétés qui émettent des tickets de service, ce qu'on appelle c'est des sociétés comme Edenred ou Sodexo. Alors, on peut constater qu'il y a un fonds qui a été lancé pour jouer cette thématique par Lazard. C'est le fonds de Lazard Equity Expansion, qui permet par exemple de jouer cette thématique, mais on peut le jouer tout à fait directement avec les sociétés que j'ai listées. Mais c'est un petit peu l'existence de ce fonds qui m'a donné cette idée de focus. Merci Rémi. Donc Laurent, lui, a décidé de nous parler de Sodexo. Effectivement, j'ai choisi Sodexo cette semaine. Premier élément, on n'est pas très loin d'un sommet historique. C'est toujours intéressant de considérer un achat sur une valeur qui est forte et Sodexo l'est effectivement. Donc premier élément, on est sur une tendance de moyen terme qui est haussière. Deuxième élément, on voit que depuis le début du mois de février, on est sur un mouvement de court terme qui est haussier. Je vous l'accorde, il est lent. Regardez, on a franchi ce premier niveau à 102 € et puis on monte, j'ai presque envie de dire péniblement, sur Sodexo. Mais malgré tout, on a une dynamique qui est favorable. Alors, comme on a vu tout à l'heure en début d'émission que le CAC était un petit peu mollasson en ce moment, eh bien, on retrouve cette dynamique un petit peu molle sur Sodexo. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire de ne pas vous précipiter pour payer, parce que je pense qu'on peut tout à fait retourner sur 104, voire aller un petit peu plus bas. Je ne serais pas étonné, mais vous le voyez, on est quand même sur une dynamique qui devrait emmener le titre vers son précédent sommet historique. Et donc, avec un petit repli qui serait finalement une belle opportunité, on peut rentrer sur Sodexo avec un warrant call de code SC47B. Merci Laurent. Un warrant call de code SC47B sur l'action Sodexo, un prix d'exercice à 110 € et une échéance en septembre 2017. Le delta du produit est proche de 42, ce qui en fait un produit adapté. Son effet de levier, quant à lui, est proche de 8 et vous pouviez acquérir ce produit
à 53 centimes pièce ce matin. On enchaîne avec la suite du focus. Oui, parce qu'il y a à la fois les valeurs qui profitent, mais il y a aussi une thématique qui peut être intéressante, c'est l'or. Alors l'or, c'est un actif de protection, c'est un actif généralement décrit comme notamment permettant de se protéger contre l'inflation. Donc si l'inflation remonte, alors pour l'instant on est quand même dans des domaines d'inflation assez faibles. La protection de l'or, c'est plutôt que l'inflation devient nettement plus importante. Mais c'est tout de même un actif à observer. Et l'or, on peut le jouer bien sûr en achetant des pièces, des lingots, mais on peut aussi le jouer via des ETF qui sont assez nombreux sur le marché, et puis au travers des valeurs minières, des valeurs orifères. Pour en citer deux, je peux citer Newmont, une mine canadienne assez connue, et puis une autre qui est un petit peu moins connue, qui est également canadienne, qui s'appelle Agnico Eagle. Merci Rémi. En plus des ETF, vous avez des produits de bourse BNP Paribas. Exactement. Laurent nous en parle. Effectivement, alors sur l'or, on est dans un contexte technique ambivalent, j'ai envie de dire. Pourquoi? Eh bien parce que si vous regardez le chart, à moyen terme, on est toujours dans une tendance qui est négative, qui est baissière, puisqu'on avait cette polarité importante ici, c'est l'ancien support, et on voit qu'il a parfaitement fonctionné en tant que résistance, puisque vous le voyez, ça fait maintenant 2 semaines que l'or est en repli. Ça, c'est le contexte de moyen terme. À court terme, c'est un peu différent, puisque vous le voyez, depuis le mois de décembre, on a une phase ascensionnelle assez puissante. Et on aurait aimé que cette phase ascensionnelle trouve du soutien sur ce niveau idéal à 1220 $ l'once. C'était ce sommet qui avait été validé en tant que support. Si nous avions eu des opérateurs qui étaient rentrés sur le marché à l'achat sur ce niveau, alors nous aurions pu anticiper le franchissement de cette précédente résistance, de ce précédent sommet, pour aller plus haut. Ce n'est pas le cas. Autrement dit, avec la rupture de ce support, on a une tendance de court terme qui redevient neutre. Cela dit, on n'est plus très loin d'un niveau de 50% de retracement de toute cette impulsion. On a une ligne de tendance, vous le voyez, qui avait été résistance, qui est devenue support une première fois, qui pourrait le redevenir une deuxième fois. Et puis on a ce point d'inflexion ici à 1188 $, qui a été le point à partir duquel la tendance de court terme s'est remise donc à la hausse et qui pourrait redevenir support. Donc en synthèse sur l'or, on a beaucoup baissé, on a un marché qui est survendu, mais on a des stochastiques là, contrairement au pétrole, qui ont croisé à la hausse. Moi, ce que j'aimerais voir sur le cours de l'or pour effectivement le payer, ça serait un petit excès baissier. Regardez, je vais zoomer. J'aimerais voir ce test de ces 1188, c'est-à-dire dans cette zone ici. Et là, je pense qu'on pourrait avoir un rebond. Le risque, c'est qu'on ait une stabilisation actuelle des cours et que certains opérateurs pensent que ça va rebondir à partir de ce niveau, ce qui est tout à fait possible. Mais en fait, je pense que le niveau optimal pour intervenir, ça serait un petit peu plus bas, sous les 1200, justement pour piéger tout le monde. Et là, ça serait l'occasion pour l'or de rebondir. Alors, j'anticipe pas de nouveaux sommets, puisque je vous l'ai expliqué au début de cette analyse, le fait qu'on ait cassé 1220, ça montre un petit peu de faiblesse. Donc, j'anticipe pas un nouveau sommet sur l'or, mais à court terme, retourner sur 1240, 1260, c'est possible. Un petit excès baissier qui piégerait tous les acheteurs serait vraiment bienvenu pour mettre en place ce rebond. Donc, dans ce contexte, j'ai choisi, Mathieu, un Varan Call de code SH41B. Le Varan Call de code SH41B sur l'or avec un prix d'exercice à 1250 $, arrivant à échéance en septembre 2017. Encore une fois, le delta est à 41, donc ce qui en fait un produit adapté. Son levier, quant à lui, se trouve autour de 10. Et vous pouviez acheter ce produit à 47 centimes pièce lorsque l'once d'or cotait 1203,12 $. On en a fini avec le focus et on enchaîne avec la dernière rubrique de notre émission, la rubrique à ne pas manquer. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas manquer cette semaine, Rémi? Alors, il y a une journée à ne pas manquer, c'est celle de demain, avec aux États-Unis la réunion de la Fed. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est quand même le grand événement de la semaine. Il y a un deuxième événement qui est en Europe, aux Pays-Bas, ce sont les élections législatives. Alors, on sait que le parti populiste est au coude à coude pour la première place.
On sait aussi que le système électoral aux Pays-Bas ne permettra très probablement pas à ce parti d'accéder au pouvoir, mais ça aura un impact psychologique important à quelques semaines des élections présidentielles en France. Si un parti populiste arrive tout de même en tête, c'est un signe négatif pour l'avenir de la zone euro, peut-être dans la perspective des élections françaises. Donc à suivre ces deux éléments, mais il y a beaucoup d'indicateurs macroéconomiques importants, notamment aux États-Unis, avec demain aussi l'inflation de février, les ventes au détail, et puis l'enquête manufacturière de la Réserve fédérale de New York, c'est demain, et de celle de Philadelphie, ce sera jeudi. Et puis en fin de semaine, on aura l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Dans la zone euro, j'ai pas mal parlé lors du focus de l'inflation. Eh bien, on aura les chiffres d'inflation de février qui seront annoncés jeudi. Et puis en fin de semaine, il y a une réunion du G20 avec les réunions des ministres des Finances et des banquiers centraux des principales puissances économiques mondiales. Voilà pour l'économie, la macroéconomie qui est dominante actuellement, sachant qu'au niveau des entreprises, des publications des entreprises, on arrive vraiment à la fin de la saison des publications des résultats 2016. Donc à suivre tout de même en France, Zodiac Aerospace qui publie ce soir après bourse ces résultats, et puis des sociétés de taille plus petite tout de même demain, Boiron, Corian par exemple, ou en fin de semaine, Energy Group ou Euraseo. Du côté de l'international, il y a des choses un petit peu plus importantes. Il y a notamment Oracle demain et Inditex demain également, et puis Generali et Lufthansa jeudi. Mais l'actualité est tout de même très macroéconomique cette semaine, macroéconomique et politique. Exactement, des taux et de l'inflation. Merci Rémi, merci Laurent, c'est la fin de l'émission. Je vous retrouve, moi ou Falco, jeudi pour donc le fameux webinaire hebdomadaire avec Laurent, donc la revue technique des marchés. Et nous nous retrouverons également la semaine prochaine pour un nouveau 100% marché. Merci Rémi. Merci. Merci Laurent. Merci. Et très bonne journée à tous. Au revoir.